Tentative de réponse dans ce journal. Des coups de feu en pleine matinée dans la ville de Douala. Les habitants de Douala 3e ont vécu la peur au ventre. Un braquage à ciel ouvert. La cible était filée par les malfrats depuis la sortie de sa bande. Double scrutin du 9 février prochain, double menace de boycott après le retrait du MRC. Le PCRN et le SDF posent des conditions déterminantes pour leur participation aux prochaines échéances électorales. Cabral Libi et Joshua aussi ont chacun fait une sortie dans ce sens ce début d'après-midi. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International à l'annonce de la démission de Joël Nana Kounchou cet après-midi. Nos équipes ont effectué une descente dans les locaux de l'entreprise Eneo pour capter l'ambiance après ce chamboulement à la tête de la structure. C'était il y a quelques heures. Monique Naoussi-Fosso et Henri Chida étaient sur place. Eh bien, quelques minutes seulement à la suite de l'annonce de la démission de Nana Kounchou à la tête d'Eneo Cameroun, l'ambiance qui prévaut ici est celle des jours ordinaires. Le personnel est en poste, les usagers vont et viennent. Eh bien, quelques-uns que nous avons rencontrés expriment leurs plaintes et leurs attentes. J'aimerais que le service et la qualité des services soient améliorés. Dans les agences, par exemple, il y a le redoublement de factures. Et quand le client vient se plaindre, parfois on lui demande d'aller payer avant de venir pour voir. Et il y a des moments que le client se trouve dans l'impossibilité d'aller payer cette facture avant de revenir. Bon, décidément, le client, on le laisse au désarroi, il ne peut pas consommer la lumière, bon, il ne peut pas non plus payer. Alors que vraiment il est dans ses droits. À la fin, parfois on finit par trouver que ce sont les gardes du terrain qui ont commis cette erreur. On nous laisse même parfois croire qu'il y a des gardes qui ne relèvent pas régulièrement. Quand les gardes sont fâchés, parfois, ils prennent les mêmes index du mois passé et ils approximent les index par rapport au mois en cours. Pour la cherté des factures, il y en a, c'est cher. Bon, mais on fait avec parce que le client au Cameroun, sur le domaine électrique, n'a pas de possibilité de faire des revendications ou bien de se plaindre. Il y a tout de l'estage. Bon, nous, le nouveau directeur change vraiment la tactique, donc on lui laisse la main libre de payer le matériel et de travailler. Après 5 ans et 3 mois exactement, Nana Kounchou passe le témoin à Eric Mansoui, cet ingénieur diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Il a passé 24 ans à EDF, Énergie de France, avant de déposer ses valises à Eneo Cameroun en janvier 2019 précisément, où il a occupé la fonction de directeur général adjoint en charge de la distribution et du commerce. Ici au siège d'Eneo Cameroun, Monique Naoussi-Fosso, Henri Chida pour Canal 2 International. Il nourrit à l'arrivée du nouveau directeur général d'Eneo. Certains auraient souhaité avoir un Camerounais à la tête de cette entreprise pour améliorer l'offre en production de l'énergie électrique. Le réseau des consommateurs demande un peu plus que la nomination d'un directeur général. Malk Chikyo et Thierry Nana pour les précisions dans cet élément. Mettre un terme au délestage devenu récurrent au Cameroun, voilà l'une des premières attentes des consommateurs d'énergie. Il faut juste qu'ils nous donnent l'énergie comme il se doit.
Pour cela, on demande à notre grand directeur de pouvoir faire ce qu'il peut pour maintenir le rétablissement de la lumière dans notre pays. Ce que je lui souhaite, c'est de beaucoup travailler, d'être pondérant, d'être rigoureux dans son travail. Cet autre consommateur s'offusque de l'arrivée d'un expatrié à la tête de cette entreprise. Moi, je suis nationaliste, donc moi, je préfère que notre société d'électricité reste entre nous. Depuis que Biya est venu avec ces histoires de privatisation, c'est devenu un problème. On arrive à un niveau ration d'électricité, on coupe ici, à 5 mètres, là-bas on remet, à 10 mètres, là-bas on remet, on coupe. Non. Moi, je suis nationaliste. Ce qu'ils sont en train de faire là, pas qu'ils détestent les Français, mais je préférerais que les Camerounais reprennent ce qui leur appartient, qu'on nous mette des gens capables de faire le travail. Le réseau associatif des consommateurs d'énergie dit ne rien attendre de ce nouveau directeur. Pour lui, les réformes à entreprendre au sein de la société vont au-delà de la nomination d'un directeur général. J'ai envie de dire que nous n'attendons absolument rien de celui-là. Si celui qui est parti dans la pied à hauteur, nous pensons plutôt qu'il est venu entériner l'ambition qui est celui d'artiste depuis de quelque temps, de vendre ses parts, les parts contenues dans cette concession-là. Donc pour nous aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut. Les consommateurs doivent s'organiser pour combattre avec Dernier Énergie afin que l'entourloupe qu'on a vécu avec AS Corporation qui avait cédé ses parts artistes ne se répète plus, car celui qui est arrivé n'est pas venu pour venir améliorer les conditions d'Arsa LLC. À cet instant, les consommateurs scrutent le ciel dans l'espoir que l'énergie brille toujours et sans arrêt. Une nouvelle page s'ouvre donc à la tête de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Sur les traces de plus de 5 ans de gestion du directeur général démissionnaire, que peut-on retenir et surtout, que faut-il attendre du nouveau DG? Patrick Christian Dobo adresse ses questions pour le 19h50. Le départ de Joël Nana Conchou de la direction générale des NEO va-t-il ramener la constance de l'énergie électrique dans les ménages au Cameroun? À défaut de répondre dans l'immédiat à cette question, on peut néanmoins passer au scanner les 63 mois de gestion du directeur général démissionnaire. Dans un message adressé au personnel, Joël Nana Conchou met en exergue des fondations devenues solides de l'entreprise avec comme argument, entre autres, l'augmentation de près de 10% du taux d'accès à l'électricité, l'extension sur 10 ans de la concession en cours, l'amélioration de la qualité de service avec un dynamisme lié au rajeunissement du personnel et l'octroi dans la foulée de 5% des actions aux employés. Un bilan certes flatteur pour l'entreprise qui contraste cependant avec la grogne de plus en plus audible au sein des populations face aux interruptions récurrentes d'énergie, l'instabilité du réseau et des facturations de plus en plus querellées. Dans un tel contexte, Éric Mansour aura-t-il la formule magique du sorcier blanc qui fera de nouveau jaillir la lumière au cœur de l'obscurité ambiante dans laquelle baignent de nombreuses localités au Cameroun? Il revient donc à cet ingénieur diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble de donner raison au conseil d'administration qui mise sur ses 30 ans d'expérience, dont 24 passés chez Électricité de France, pour non seulement restructurer le réseau électrique, mais surtout fournir enfin de façon qualitative et constante la bonne énergie aux Camerounais qui n'en demandent pas plus. Dans la page des faits de société, à présent, on parle de cet incendie au lieu dit marché de la ville de Ndjimom, dans le département du Noun. C'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Fumban. Les commerçants qui attendaient avec impatience les fêtes de fin d'année sont dans le désarroi. Des magasins, des marchandises décimées, plusieurs dizaines de millions de francs CFA de pertes. Monique Naoussi Fossoui Joya Nourdine nous explique dans cet élément. Plus d'une dizaine de boutiques réduites en cendres au marché d'Imoum dans le Noun. Des pertes estimées à plus de 40 millions de francs CFA. En croire des sources, un court-circuit serait à l'origine de cet énième incendie. Bon, il y avait eu une coupure électrique. Oui. Quand nous on partait se reposer la nuit, il était 18h, je partais de ce marché, il y avait une coupure électrique. Il se pourrait que le courant est revenu avec une force pression. Ça a créé maintenant une masse. On m'a appelé dans la nuit vers 1 heure comme ça. On m'a dit qu'il y a un incendie au marché de Ndjimom. Je suis monté à 1 heure.
de trouver ces dégâts. Donc vous voyez là, c'est tout ce que vous pouvez dire. À notre passage, nous avons rencontré des commerçants fouillant des décombres dans l'espoir de récupérer quelques objets de valeur. Toute la marchandise stockée pour les étrennes de fin d'année brûlée. Les populations appellent les pouvoirs publics à la mise sur pied d'une unité de sapeurs-pompiers à Djimoum. Elles dépendent actuellement de l'unité de sapeurs-pompiers basée à plusieurs dizaines de kilomètres à Bafoussam et qui arrive toujours à la fumée des sièges. Nous, on s'est défendu avec la population pour arrêter le feu, pour que ça ne continue pas de dommages. On ne sait plus quand on doit couper la lumière, on ne sait plus quand cette ligne sera fréquente. Or, c'est différent de ce qui se passait avant. Avant, il y avait des informations, on doit suspendre la ligne de telle heure à telle heure. En Djimoum, les coupures intempestives d'électricité sont décriées par les usagers. Venons-en à présent à ce braquage spectaculaire ce jeudi à Douala. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un véhicule pour emporter une mallette contenant de l'argent, en croire les victimes. Les cibles étaient suivies depuis la banque où elles ont effectué un retrait. Des moments de panique pour les riverains apeurés après avoir entendu des coups de feu. Yasser Trésor Tanon était près de la scène. Il nous relate les faits. Des coups de feu assourdissants ont été tirés par les braqueurs. Nous avons retrouvé 9 douilles au sol à notre arrivée. Il est 11h30 ce jeudi et le lieu dit Carrefour Matango à Ndoxibi, non loin de Dokoti à Douala, est le théâtre d'une scène digne d'un film. 4 hommes à bord de 2 motos filent un véhicule personnel. Pour l'immobiliser, ils tirent sur les 2 roues avant et arrière. Une fois la portière ouverte, ils menacent le conducteur et s'échappent avec une mallette. Pour péter la voiture roulait, les gars l'ont bloqué devant. Ils ont sorti là, le monsieur voulait sortir, ils ont poussé la portière. Ils ont demandé au monsieur, tu ne me donnes pas la mallette. Le gars a poussé la portière. Dès qu'il a mis la balle dans la voiture, les gars se sont baissés là pour la mallette. Les balles sont finies dans le chargeur. Le chargeur était fini vite. Ils sont allés charger là-bas. Moi je venais comme ça avec le client. Dès qu'ils ont chargé comme ça, le monsieur a arrêté. Il a commencé à tirer comme il tirait là pour partir. Les victimes, les employés d'une société de la place. Ils venaient de faire un retrait d'argent dans une banque. Bon, je sais qu'il y a je crois que c'est un tricycle qui nous a bloqués. Donc peut-être qu'ils devaient être sûrement avec eux. Le temps qu'on attend qu'ils quittent, directement, ils ont sauté et puis ils nous ont menacés avec leurs fusils. Donc sûrement on devait paniquer. Ils devaient être peut-être 4. C'est 2 sur une moto. 4. Le montant emporté n'a pas été dévoilé par les victimes qui comptent tout de même porter plainte. Un fait devenu récurrent dans les grandes villes du Cameroun. Et toujours au registre des faits de société, 2 morts sur le carreau. C'est le bilan d'un accident survenu cet après-midi entre une moto-taxi et un véhicule sur l'axe Ambam-Kiossi. Les victimes, le conducteur âgé de 32 ans et une jeune écolière âgée de 6 ans seulement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sous l'œil vigilant du secrétaire général de la région de l'Ouest, le comité local de lutte contre la vente illicite des médicaments a procédé à la destruction des faux médicaments en provenance du Nigeria pour Bafoussam. Une saisie des éléments du peloton routier. Walter Bertrand et Dimitri Foucault nous donnent les précisions dans cet élément. La lutte contre la vente illicite des médicaments s'intensifie à l'ouest du pays. Un important stock de médicaments en provenance du Nigeria, évalué à plus de 80 millions de francs CFA, vient d'être détruit sur le site de la décharge municipale de Bafoussam. On a trouvé des antalgiques, des antibiotiques, et voilà, c'est généralement ce que nous avons eu en grande quantité. Et c'est des médicaments, des faux médicaments, comme vous pouvez le constater, de par leur provenance, de par leur conservation. Cette saisie, une opération des éléments de la gendarmerie. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2019, on a appelé un camion dont le conducteur disait transporter des sacs de sonde. Le flair du gendarme a fait qu'on demande une fouille du véhicule à laquelle le chauffeur et quelques agents de douane qui escortaient malheureusement ce camion se sont opposés. Nous avons bénéficié
l'appui de la Légion de gendarmerie de l'Ouest pour que le camion puisse être conduit à l'état-major Légion de l'Ouest, où il a été fouillé. Et la fouille a permis de découvrir que le camion transportait environ 300 sacs de médicaments prohibés. Ce phénomène porte à mal la sécurité sanitaire des populations. Après toutes les procédures justement préalables, il était question aujourd'hui de procéder à la destruction de ces faux médicaments en présence de tous les membres de ce comité régional judiciaire, les forces de maintien de l'ordre, les responsables de l'ordre des médecins. Et justement, nous sommes aussi en train de le faire en saluant justement ces actes efficaces et justement efficaces des forces de gendarmerie. L'heure est à la vigilance accrue, surtout en cette période de fête des fins d'année. Politique à présent, intéressons-nous à ce double scrutin de février prochain avec deux nouvelles fortes ce jeudi et c'était depuis la capitale Yaoundé où nous allons justement retrouver Arnaud Guéfac. Arnaud, bonsoir à vous. Bonsoir Aimé, Catherine Moukouri, Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons tout de suite notre page politique consacrée aux législatives et municipales. Entrons-y donc avec Cabral Libye qui conditionne la participation du Parti camerounais pour la réconciliation nationale aux élections législatives et municipales du 9 février prochain. Le président de ce parti demande 15 jours supplémentaires au Conseil électoral pour la constitution et le dépôt des dossiers de candidature, faute de quoi lui et ses camarades déclareront forfait. L'annonce a été faite ce jour à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Plus de détails avec Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault. Le parti au pouvoir se dirige vers une victoire par acclamation aux prochaines élections selon Cabral Libye. Le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale déplore le traitement à double vitesse des autorités administratives dans le processus de constitution des dossiers de candidature. La curiosité vient du fait que les militants du RDPC allaient signer les pièces de leur dossier dans les domiciles des sous-préfets et des maires, tandis que les candidats de l'opposition n'étaient pas servis. Le même scénario était observé dans certains parquets pour les pièces délivrées par la justice. Quelle élection crédible et transparente peut-on attendre avec une élimination programmée de l'opposition? Pour le président du PCRN, les militants de son parti ont subi les manœuvres à tous les niveaux, avec parfois des attaques physiques. Les services du Trésor ont opposé des fins de non-recevoir au paiement de certaines de nos cautions. Pire encore, certains de nos militants ont été agressés physiquement par les militants du parti au pouvoir. Celui qui a été classé 3e à la récente élection présidentielle demande au Conseil électoral un délai supplémentaire de 15 jours aux candidats pour compléter leur dossier. Faute de quoi, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale pourrait se résoudre à ne plus participer aux élections du 9 février 2020. Avec toutes ces frustrations, le parti de Cabral Libye n'a pu déposer que 40 candidatures dans 4 communes. Pendant que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale demande plus de temps pour la constitution et le dépôt des dossiers de candidature, le Social Democratic Front lui pose comme condition de participation à ce double scrutin programmé la résolution définitive de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est la substance d'une déclaration qui vient juste d'être faite au siège du parti à Yaoundé, sur place et en compagnie du premier vice-président national du SDF. Scrutons le sens de cette décision avec Bran Kamga qui est en ligne. Bran, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Le Social Democratic Front menace à son tour de ne pas prendre part aux législatives et municipales du 9 février prochain si la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas réglée, ce qui est curieux tout de même. Nous sommes à 72 jours exactement de ces échéances et l'honorable Joshua aussi, premier président du SDF, est avec nous. Honorable, bonsoir. En 72 jours, est-il possible de régler la crise anglophone? Écoutez, déjà vous avez déformé mes propos. Nous ne menaçons pas de ne pas prendre part. Nous disons
que si la situation n'est pas réglée, nous ne pouvons pas prendre part et nous pensons qu'il n'y aura pas d'élection tout simplement dans ces régions. J'ai donné 2 pistes, il y en a d'autres, je ne veux pas, comment dirais-je, vous prendre trop de temps. On a dit, quelles sont les 2 pistes que vous proposez? On a dit qu'en sortant du grand dialogue, le régime avait promis que lors de la session de novembre, on allait présenter des projets de loi sur les propositions fortes de ce grand dialogue. On est en train de s'acheminer vers la fin de cette session. Je note que même la loi de finances n'a pas encore été présentée. Et nous espérions que, au moins, tout de même, que le statut spécial qui a été vanté par le Premier ministre, on aurait imaginé qu'il soit présenté. Et donc nous disons qu'il n'est pas trop tard. Le président de la République peut convoquer le Parlement en congrès. Est-ce que vous croyez que tout cela est possible en 2 mois? C'est possible en 1 jour. Tout ça est possible en 1 jour. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le SDF aujourd'hui fait de la surenchère? Hier, vous avez dit vous n'irez pas aux élections, vous avez dit vous allez aux élections, un pas en arrière ce soir, et vous revenez sur cette condition de résolution de la crise anglophone. Je crois que le SDF souffre d'un déficit de compréhension de certains journalistes. C'est que si rien n'est fait, il ne peut pas y avoir d'élection. Si vous voulez nommer les députés et les maires, mais allons-y jusqu'au 9 février. Mais si vous voulez que ce soit les Camerounais qui choisissent ces députés et des maires, donnons-leur la chance de faire ce choix. Et on ne peut que le faire si la paix revient. Pour cela que nous disons que, M. Biya, faites attention. On vous a probablement induit en erreur en vous poussant d'aller vers cette élection, mais il n'est pas trop tard. C'est pour cela que nous vous accompagnons, parce que ce qui est plus cher pour nous, c'est la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a rien de plus que cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joshua aussi, premier vice-président du Social Democratic Front, qui vient donc de présider cette conférence de presse ici au siège régional du SDF à Olézoa, à Yaoundé. Voilà donc la condition du Social Democratic Front pour participer à ces législatives et municipales. À vous donc le plateau. Arnaud, liaison assurée par Michel Foucault et David Ndaï. Merci, Bram Kamga. On sort donc de la politique pour autre chose, juste après cette transition. Dans le reste de l'actualité, justement, 23%, c'est le taux des femmes détentrices des titres fonciers au Cameroun. Un progrès important comparativement aux précédentes années. C'est le résultat en effet d'une étude menée sur le sujet et qui a été présentée ce jour à Yaoundé au cours d'un atelier présidé par le ministre en charge des questions foncières. Le plaidoyer pour l'amélioration est contenu dans un document présenté à l'occasion. Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. 27%, c'est le taux de femmes détentrices de titres fonciers au Cameroun. Alors que la loi camerounaise autorise femmes et hommes à accéder à la propriété foncière, la gente féminine ne parvient toujours pas à jouir de ce droit, du fait de plusieurs obstacles. Nous avons des pratiques, nous avons des traditions, nous avons des mentalités qui ne créent pas les conditions favorables pour que ces droits consacrés par la législation en vigueur, ratifiée à l'international, se traduisent dans les faits. Ces données sont le fruit d'une étude sur l'accès des femmes à la propriété foncière au Cameroun. Le rapport présenté et validé ce 8 novembre à Yaoundé vise à moderniser la gestion foncière au Cameroun. La Banque africaine de développement soutient ce projet à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Notre motivation principale, c'est de pouvoir aider les gouvernements camerounais à réduire la pauvreté à travers la croissance et un secteur privé qui est dynamique. Comme le ministre l'a indiqué, vous savez que le foncier est un capital important. À côté du capital financier et humain, le ministre l'a indiqué, il faut valoriser, la politique du gouvernement consiste à valoriser le capital foncier. Le projet d'appui à la modernisation du cadastre et au climat des affaires permettra de renforcer la fiabilité du titre foncier au Cameroun, informatiser les documents fonciers et confectionner des cadres cadastraux numériques. Au total, 120 000 titres fonciers sont attendus d'ici 2020. Des femmes, mais aussi des hommes en détresse depuis une décennie. Le gouvernement s'engage à régulariser dans 17 jours exactement la situation de ces personnes recrutées
dans le cadre de 25 000 diplômés entre 2011 et 2013, non encore pris en charge par l'État, une décennie après. Après la dénonciation il y a quelques jours sur ces mêmes antennes par votre chaîne Canal 2 International, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a échangé avec les membres du collectif constitué par des victimes ce jour à Yaoundé. 2 heures d'échange suivies par Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis. Le gouvernement plaide coupable. We recognize our fault. I beg you. Le mea culpa ministériel face au collectif d'agents de l'État recrutés dans les 25 000 sans salaire ni matricule depuis près de 10 ans. Il est dommageable et inadmissible que votre situation n'ait toujours pas été régularisée et que vous ayez à vivre dans la précarité parce qu'étant inconnu du fichier solde de l'État, alors que vous êtes bel et bien en service. Autour du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, des collaborateurs en charge du dossier. In situ, 2 instructions claires circonscrites dans le temps. Que me parvienne sous 48 heures le rapport relatif à ce recrutement. Après validation du dit rapport, le directeur de la gestion des carrières disposera de 15 jours pour traiter ces dossiers afin que vous puissiez rapidement bénéficier de vos droits. 17 jours donc au total pour voir clair sur l'affaire. Mais déjà, les mots du ministre s'avèrent convaincants et rassurants. Je suis, on ne peut plus dire, rassurée que notre situation sera enfin résolue. Il a donné des instructions vraiment fermes et il a mis sur pied des commissions pour pouvoir résoudre nos problèmes dont nous sommes très satisfaits. Véritable ouf. Petit espoir capté autour de l'échange de ce jeudi à Yaoundé avec le ministre Joseph Lee. Une décennie déjà que la quête dure. 2 semaines encore, c'est de trop, mais déterminante. Le chrono est lancé. Il y a comme une polémique autour de la fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours, le second trimestre ayant commencé depuis le 23 novembre dernier selon le découpage de l'année scolaire 2019-2020. Certains chefs d'établissement ont procédé à la remise des bulletins de notes. D'autres attendent encore de le faire au moment de se quitter pour la première interruption à la veille des fêtes de fin d'année. Ce découpage de l'année scolaire pour cette année justement semble diversement interprété. Pour lever le voile, nous sommes allés à la rencontre de la voix autorisée. Catherine Aounja Ida, inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Explication au micro de Samuel Bonis. Le problème qui s'est posé au niveau de la remise des bulletins, c'est que, et là nous avons travaillé avec les délégués régionaux, qui ont estimé que au terme des 3 mois d'enseignement, on a évalué, on a établi les bulletins, mais si on remet ces bulletins aux élèves, ils seront démobilisés. Et même certains enseignants vont se dire que comme on a remis les bulletins, on ne doit plus continuer à faire. Or, les enseignements doivent se poursuivre normalement. Parce qu'on a engagé le 2e trimestre. Le 2e trimestre, le trimestre ne doit pas se confondre à ce que nous appelons, et qui est bien écrit dans le calendrier, période d'interruption des cours. Au niveau des ministères, nous nous sommes dit que cette situation pouvait être résolue au niveau des régions, au niveau des acteurs. Mais je pense que l'argument là-dessus que les uns et les autres donnent, que les élèves seront démobilisés si on leur donne les bulletins, ils connaissent mieux. Nous n'allons pas infantiliser les chefs d'établissement. Madame, Monsieur, gardez la bonne attitude de regard et d'écoute. L'information continue à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir.
Arnaud Guéfac, à votre suite, on parle de transport. Le feu couve entre les mototaximens et leurs syndicats Ngaoundéré. Les premiers ne sont pas assez sensibilisés sur les normes de transport et le rôle du syndicat auquel il est reproché de nombreux cas d'arnaque. Cas de figure justement à Ngaoundéré premier, où on a frôlé le pire ce matin. Le reportage d'Eric Guélé. Ce mototaximan pique une crise après avoir été intercepté par les éléments du syndicat des mototaxis de Ngaoundéré premier. L'incident se déroule en face de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Et lui a arrêté parce qu'il a porté assise de côté, la femme assise de côté. Il a dit qu'il a porté, bon, je l'amène même au ciel. C'est là où que le problème commence. Interrogé quelques minutes avant son évanouissement, le jeune mototaximan jette l'opprobre sur les agents du syndicat. Il était venu avec sa soeur aussi, il était venu garer, il dit qu'il n'a pas écrit de plaque. Il a arrêté sa moto. Il dit que non, je suis venu avec mes soeurs, je voulais les ramener à l'hôpital. Il dit que non, il faut qu'ils vont rester ici pendant 1 heure de temps. Entre mototaximen et la police du syndicat, il y a comme une incompréhension, voire une insuffisance d'informations sur les règles qui régissent le transport des usagers et la circulation routière. Le papier ne permet pas à la moto de porter 3 personnes. Ils sont là pour porter 3 personnes. Renverser le gilet à l'envers. Et porter le gilet à l'envers pour aller agresser les gens. Tout ça, c'est interdit. Solidaires de leurs camarades, les mototaximens fustigent les actes d'arnaque et d'escroquerie des agents du syndicat. Moi, je te pose la question, pourquoi tu n'as pas amené ça au bureau? Hein? Pourquoi tu n'as pas amené ça au bureau? Normalement, quand tu ne connais pas, pour la première fois, on te pardonne. Mais un jour, ils m'ont arrêté ici. Et ne te mens pas, depuis 7 heures jusqu'à 15 heures, je suis là, à côté d'eux. J'ai payé combien? J'ai payé 800. La tension entre les deux entités d'un même corps est palpable. Des règles bien définies et suffisamment communiquées aux syndiqués pourraient calmer le jeu avec l'accompagnement des autorités locales. Du transport à la santé, il est très important de faire des dons de sang. Ces derniers sont souvent indispensables pour sauver des vies dans les hôpitaux. La Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang a décidé de sensibiliser les masses sur le bien fondé de ce geste ce jeudi. Mireille Flore Desfofotso et Marius Kossou nous en disent plus. Donner de son sang, un geste qui n'est pas encore ancré dans les mentalités de certains Camerounais. Et pourtant, il suffit juste de le faire pour sauver une vie. J'ai déjà fait un don de sang, c'était pour mon grand frère, qui malheureusement n'est plus. Vous savez, dans certains cas, d'autres personnes ne donnent pas, mais quand nous sommes dans un cas pressant, comme le cas de mon frère que c'était, là on est dans l'obligation de donner le sang parce que vous voulez sauver votre personne. C'est vrai qu'il y en a dans des religions diverses qui disent que donner son sang, c'est pas une bonne chose. Mais moi, si on me demandait de le faire, de donner, je donnerais sans hésiter, si c'est pour sauver une vie. Qu'est-ce qui justifie ce type de comportement? Comment expliquer cette réticence des Camerounais à donner de leur sang? La communication, elle est d'abord psychologique. Il faut convaincre les gens, il faut enlever de leur tête ce qu'on leur a dit. Il y a énormément de barrières. Donc maintenant, puisqu'il y a plusieurs barrières, j'entends par là des barrières psychologiques, des barrières religieuses, des barrières traditionnelles, je dirais, de façon globale, ce que j'appelle l'ignorance. Donc, un mauvais message a été communiqué, un mauvais message a circulé. Et donc, les gens ont adhéré, ont reçu ce message et n'ont pas reçu autre chose. Qu'est-ce que j'entends? Il y a je dirais, des groupes religieux qui disent qu'il est interdit de donner du sang. Et il y en a plusieurs comme ça. Il y a des traditions africaines, on dit que c'est la sorcellerie. Lorsque le sang est sacré, tout ce qui est sacré est secret. Donc, vous ne pouvez pas comme ça, par une communication intelligente, juste parler aux gens. Il faut comprendre un tout petit peu leur environnement traditionnel. Le sang, ce liquide biologique vital qui circule dans les vaisseaux sanguins, est composé de plasma et de globules rouges. Indispensable au bon fonctionnement du corps humain, rien ne peut le remplacer. Parlons d'autre chose à présent. Trouver l'occasion idoine pour sortir les entreprises camerounaises de la carence de stratégie et de projets. Vigier Cameroun a réuni les chefs d'entreprise, occasion pour l'école des métiers de l'entreprise de présenter l'offre de formation pour les professionnels, mais aussi remercier les chefs d'entreprise pour le soutien et l'insertion professionnelle des apprenants. Charles Robert Itoc et Colin Staïf.
Au Cameroun, les entrepreneurs font face à une carence en stratégie, un panorama qui inhibe la construction de projets qui peuvent tenir sur la durée. C'est pour pallier cette difficulté que les chefs d'entreprise se sont retrouvés autour de Pigé Cameroun. Au cours des échanges, la nécessité de changer de paradigme à travers la formation continue pour plus de compétitivité en entreprise a été mise en exergue. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de former les étudiants de Pigé, mais il s'agit aussi de former les salariés de ces entreprises-là. Et c'est à cette occasion, nous avons proposé de nouvelles offres de formation qui sont destinées aux salariés et des offres de formation qui vont leur permettre de développer leurs compétences pour être plus performants et permettre à leurs différentes organisations d'être plus compétitifs. La rencontre avec les professionnels chefs d'entreprise était l'occasion de remercier les partenaires de Pigé Cameroun pour le soutien et l'insertion professionnelle des apprenants. Il était de bon temps pour nous, en cette rentrée universitaire 2019-2020, de dire merci à ces chefs d'entreprise en passant un moment avec eux déjà pour ce déjeuner que nous avons eu, mais aussi en échangeant avec eux sur les perspectives qu'il y aurait à ce que nous travaillions encore davantage ensemble. Pigé Cameroun, l'école des métiers de l'entreprise, offre des formations en licence, en master et MBA. Pigé, une école d'avance, une école agile. Quelques notes de musique pour vous dans ce journal. Ils étaient sur scène à Douala et ont fait sensation. Le trio Bendeka, Mister Léo et Hervé Guébo a distillé de la bonne humeur au Castel Hall de Bonapriso. Un moment de partage intergénérationnel que le public a apprécié pendant 4 heures de show. Ancien succès et musique de l'heure au menu. Yasser Trésor-Tanon a capté pour nous cet instant mémorable. Reportage. Mister Léo, Hervé Guébo et Bendeka. 3 superstars sur le podium du Castle Hall de Bonapriso à Douala. Le public est conquis par leurs prestations. Mister Léo va ouvrir la scène avec ses premiers tubes à succès avant de parcourir son nouveau répertoire. Hervé Guébo à son tour met les mélomanes d'accord. Pour la première fois sur scène, en dehors de grincer sa guitare, il esquisse quelques pas de danse. Monsieur Hervé Guébo, continue à me suivre, mais n'oubliez pas le rendez-vous du 29, le vendredi 29, à Douala-Bercy, avec mon grand frère Henri Dikonguer sur scène et le jeune Akam. Bendeka va boucler le spectacle à l'ancienne. Presque comme Even a réussi son pari en mettant les 3 générations d'artistes sur la même scène. Une fédération d'énergie pour que vive la musique camerounaise. Religion, avant de refermer ce journal devenu non grata au Cameroun, le révérend Dionodore Kamdem vient de faire un pas vers son acquittement, dédouané par la justice ivoirienne dans l'affaire qui l'oppose à l'entreprise GSM Group. L'homme qui se fait appeler le général de Dieu estime avoir désormais les éléments pour convaincre la justice camerounaise de son innocence face aux accusations contre lui et ses fidèles. Arnaud Guéfac et Francis Guépenant pour les précisions. En action, celui de Dieu vu par la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale de la foi. Révérend Dionodore Kamdem Nouga, désormais fréquent dans les couloirs de la justice. En mission spéciale en Côte d'Ivoire, affaire close entre lui, plaignant, et les responsables de GSM Group, service fictif de Forex accusé. Verdict du tribunal de première instance de Yopougon. Mise en cause était donc condamné ferme à 20 ans d'emprisonnement et également reconnu coupable d'escroquerie portant sur la somme de 200 millions qui constitue le montant émis par les souscripteurs
camerounais. 208 millions de francs CFA, réparation du préjudice, à restituer aux plaignants. Protocole d'accord et relatif signé. Sauf que le révérend Dieudonné Kamdem n'est que tête de pro d'un collectif de souscripteurs berné au Cameroun. 208 millions revient à tous ceux qui ont investi dans cette affaire. Donc, en plus de M. Kamdem, en plus du pasteur Dioro, tous ceux qui ont dû déposer de l'argent dans cette affaire vont rentrer dans leur compte. Le préalable, c'est qu'il faille que les mises en cause remboursent, chose encore attendue. À l'origine du mal, un diable déguisé en GSM Group, prétendument au service de forêt, arrive en novembre 2016 et sur le coup de son charme, collecte plus de 200 millions de francs CFA aux différents souscripteurs, majoritairement fidèles de la cathédrale de la foi. Parmi eux, le révérend Dieudonné Kamdem Nouga, qui naïvement avait recommandé la souscription à ses ouailles. Ceux-ci, floués par la suite, vont s'en prendre à lui et porter l'affaire devant les tribunaux camerounais. La face de la justice ivoirienne est close, reste l'épisode de la justice camerounaise. Dieu pardonne, mais la justice pas. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous dans quelques instants à 21h30 précisément avec Marc Chameau et ses invités dans Questions de sport pour décortiquer l'actualité sportive, CAF, Cannes, AJSC, Coton Sport et Lyon à Prime qui se disputent un coach. Tout y passe et c'est dans quelques instants. Bonsoir à vous.